Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Matteo Cordier, qui est enseignant-chercheur au CEARC, laboratoire de l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Il nous a déjà fait une très chouette conférence vendredi dernier, donc là c'est sa deuxième, sur un sujet complètement différent, Covid-19, quel développement soutenable pour demain. Voilà, donc Matteo, quand tu veux, on t'écoute. Merci à tous d'être là. Donc, je vais vous parler du Covid-19 et je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, je suis économiste et spécialisé dans l'économie écologique. J'ai, pour présenter ce travail, beaucoup échangé avec des médecins, des immunologistes et des épidémiologistes et je vais les remercier chaleureusement, je vais les citer nommément, hein. Je remercie, Iman Bachir, anesthésiste à à l'Institut Jules Bordet et doctorante à la KUL en Belgique. Je remercie également Éric Muraille, immunologiste à l'Université libre de Bruxelles, Thomas-Antoine Moussiot, médecin infectiologue à l'hôpital Erasme et à l'hôpital d'Ixelles, et Gilles Naillet, neurologue à l'hôpital Erasme. Je remercie également Michel Cordier, qui a beaucoup travaillé sur ces données, sur ces analyses, qui est administrateur d'une association gouvernementale Grands-Parents pour le climat. Donc, j'ai fait en fait une revue de littérature sur le Covid-19, mais je l'ai analysé non pas avec le regard d'un médecin ou d'un biologiste, parce que je ne le suis pas, je n'ai pas la compétence. J'ai analysé le Covid-19 avec le regard de la grille d'analyse de l'économiste écologique, de l'économiste de l'environnement. La situation actuelle du Covid-19, enfin actuelle, donc d'hier, hein, au 21 janvier 2021, c'est celle-ci. C'est un site qui est disponible publiquement en ligne, qui comptabilise le nombre de morts dans le monde entier, également pays par pays, jour par jour, depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, et ça s'actualise tous les jours. Et aujourd'hui, on a totalisé un cumul depuis le 23 janvier 2020, donc depuis quasiment un an, à un jour près, plus de 2 millions de morts. À l'échelle mondiale, c'est un chiffre qui peut paraître conséquent. On pourra en discuter si vous voulez dans les questions. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Et j'ai ici mis le top 10 du nombre de morts, donc les pays avec le plus grand nombre de morts. Alors en tête, on a les USA, les États-Unis. Bon, après, c'est un pays énorme, hein, 330 millions d'habitants, donc il est aussi quelque part normal qu'ils aient beaucoup de morts. Mais ce qui est plus intriguant, c'est qu'on a beaucoup de pays européens ici et des pays très riches, très avancés, parmi les plus riches du monde. Les pays européens, ce sont des pays tout petits, hein, on regarde des pays américains, des pays asiatiques. Nos populations sont toutes petites, quelques dizaines de milliers d'habitants, 60, 70, 80 millions d'habitants. Je dis milliers, mais je veux dire millions. Et donc, on retrouve le Royaume-Uni, United Kingdom, l'Italie, la France et l'Espagne dans le top 10 du plus grand nombre de morts au monde. Ça pose question, évidemment, pour des pays riches avec des petites populations. On va en débattre. Le coût de cette pandémie va être probablement assez énorme. Alors, ce graphique est un graphique observé du PIB, enfin, pardon, du taux de croissance annuel du PIB mondial. Il est observé jusqu'en 2018-2019, et puis on est sur des forecasts, des projections à partir de 2020. Donc, il est attendu que la chute du taux de croissance du PIB annuel, du taux de croissance annuel du PIB mondial soit de moins, c'est une chute de 4,2%. Le PIB va diminuer de 4,2%. C'est évidemment difficile quand on n'a pas de référence de savoir si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Alors, à titre de comparaison, lors de la crise financière de 2008, qui est la plus grande crise financière, même plus grande que le crash boursier de 1929, la chute du PIB n'était que de 0,5%. Attention, je suis en PIB, en dollars, en parité de pouvoir d'achat à prix constant. C'est un détail technique, mais suivant qu'on soit en PPA, en parité de pouvoir d'achat, ou en autre type de dollars, les chutes de PIB ne sont pas dans les mêmes pourcentages. Mais peu importe. Ici, on applique la même technique d'estimation du PIB pour 2008 et 2020, et on constate qu'en 2008, la chute était de 0,5%, en 2020 de 4,2%. Ça veut dire une chute en 2020 8 fois supérieure à la crise de 2008. Ça nous donne l'idée de l'ampleur de la chute, du désastre économique, social et politique que l'on va vivre. Et qui va se propager dans les années à venir. Ça ne va pas seulement être en 2020. Voilà, 8 fois supérieure. La crise de 2020 sera 8 fois supérieure à celle de 2008. Ça veut dire que ça va être un chômage très important, des problèmes sociaux et humains très importants. Un peu d'historique. Les épidémies, elles ont toujours existé, ça, c'est pas nouveau. On a eu les pestes à l'Antiquité, au Moyen Âge. Si on lit des romans qui se passent à l'époque de la peste, on se rend compte que c'était absolument effroyable. On a eu la grippe espagnole en 1918, entre 20 millions, 50 millions, 100 millions de morts selon les sources.
Ça fait quand même beaucoup. Surtout qu'à l'époque, la population mondiale était quand même beaucoup plus faible, donc en proportion, c'était encore plus énorme. On a eu le sida, qui est toujours là depuis 1980, 32 millions de morts. Donc les épidémies, en fait, on connaît, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est le nombre d'épidémies. Leur nombre est en augmentation au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Le nombre d'épidémies augmente, on en a la preuve. Pour l'historique sur les épidémies, je vous conseille un excellent article vulgarisé d'Éric Muraille. Euh, vous avez les sources ici en bas. Il a été publié sur le site de Conversation en français et le site de Science et Vie. Vraiment, allez voir cet article, c'est très intéressant pour recontextualiser ce que nous sommes en train de vivre. Alors récemment, on a eu plusieurs épidémies en ce début du XXIe siècle. Donc, on devrait, a priori, savoir comment gérer. Donc, c'est assez étonnant de se dire qu'on n'en est toujours pas capable, en tout cas en Europe. Alors, je parle de l'Europe, mais je pourrais parler des États-Unis aussi. Hein. On a eu le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003, qui a commencé en Chine, également à cause des chauves-souris. À cause, alors, je ne sais pas s'il faut les incriminer, mais en tout cas, l'animal réservoir, c'était les chauves-souris. 774 morts. On a eu le MERS en 2012, aussi un animal réservoir, sans doute les chauves-souris. Donc, c'est aussi un coronavirus. Dans les deux cas, ce sont des coronavirus. MERS pour Middle East Respiratory Syndrome, donc un syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a commencé en Arabie Saoudite en 2012. 823 morts. On a eu la grippe due à l'influenza AH1N1, qu'on a appelée la grippe porcine à l'époque, en 2009. Plus de 150 000 morts, et les estimations hautes vont même jusqu'à 500 000 morts. À l'époque, on avait dit 10 000. Hein. Après, on a revu les estimations qui étaient à l'époque très approximatives à la hausse, et on est plutôt entre 150 000 et même jusqu'à peut-être 500 000 morts à l'échelle mondiale. Eh bien, on a déjà vécu tous ces virus. Ça fait en fait, on a eu 2003, 2012, 2009. On devrait être capable de faire aujourd'hui. On n'est toujours pas capable. Et toutes ces maladies d'origine virale ont franchi la barrière de l'espèce, enfin des espèces, et se sont adaptées à l'homme en raison de nos activités économiques. Alors, quand je dis ça, parfois, certaines personnes sont offusquées et se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce que l'économie a à faire là-dedans? Eh bien, alors, c'est pas moi qui le dis, parce que j'ai pas la compétence, ce sont les épidémiologistes, les virologues, les biologistes qui le disent, de tout temps, et même depuis l'Antiquité avec la peste. Ce sont les révolutions économiques, les innovations économiques, les transformations économiques qui ont favorisé l'apparition de nouvelles épidémies et puis leur propagation internationale. On n'a pas attendu la mondialisation pour que cela soit possible, mais c'est vrai que la mondialisation exacerbe cette propagation à l'échelle mondiale. Alors voilà, pour nous en convaincre tous que le nombre d'épidémies augmente, c'est un graphique qui commence en 1940 et qui se termine en 2017. Et on a la courbe bleue qui se lit sur l'axe de gauche, c'est le nombre total d'épidémies observées dans le monde. Ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à Serge Morand, un chercheur au CNRS, et qui étudie les épidémies depuis bien 15-20 ans. Eh bien, on voit que depuis 1940, les points observés, tous ces petits points bleus, vous voyez, montrent que le nombre d'épidémies annuelles n'arrête pas d'augmenter. Étonnant. Pourquoi? J'avoue que quand j'ai découvert ces graphiques, j'ai été surpris, j'ignorais tout de cette thématique. Alors voilà, on va essayer d'analyser cette problématique en 3 questions aujourd'hui. Quelles sont les causes écosystémiques du Covid-19? Quelles sont les causes liées au système de soins de santé? Et bien sûr, quelles sont les solutions? Voilà les 3 questions qu'il faut retenir pour cet exposé aujourd'hui. Et si je n'ai pas répondu, posez des questions au moment des questions-réponses pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, première famille de causes, les causes liées à l'écosystème, en fait, liées à l'impact de l'homme sur l'écosystème. Et les biologistes et les écologues, ils les répètent depuis 20 ans. Les activités humaines bouleversent les écosystèmes, réduisent la biodiversité et engendrent la hausse du nombre d'épidémies. Et eux, ils le savent depuis 20 ans. Ça, c'est le PIB mondial. C'est la courbe du PIB mondial. Depuis 1960 jusqu'en 2000, j'ai dû m'arrêter quelque part en 2018. On voit que le PIB dans le monde n'a cessé d'augmenter. En fait, il augmente depuis la révolution industrielle, depuis 1750, avec une accélération phénoménale après-guerre, à partir de 1945. Et puis, on est sur une hausse quasiment constante, hormis quelques crises économiques. Vous voyez, si vous suivez ma souris, où le PIB se stabilise un peu. Il diminue légèrement en 2008, mais le PIB est très sensible. Cette petite baisse, c'est des dégâts sociaux gigantesques. Et puis, il redémarre. Le PIB, il faut quand même se rappeler ce que c'est, le produit intérieur brut.
il se calcule pays par pays, et puis pour avoir le PIB mondial, on fait la somme de tous les pays. Le produit intérieur brut, c'est la quantité de biens et services produits en une année dans un pays, en valeur monétaire. Alors ici, ce sont des dollars américains à prix constant. C'est important d'avoir le prix constant. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est très important pour pouvoir comparer une année sur l'autre. Ce PIB n'arrête pas d'augmenter. Tout est exprimé en base 100. Donc la valeur de 1960 est standardisée à 100. Et puis, on traduit toute hausse en degrés de pourcentage. Donc, en base 100, en 1960, on définit que c'était 100. Et puis, les hausses sont répercutées en pourcentage. Et en 2018, 2018, on arrive autour de 700. Donc, fois 7. Hein. Le PIB a fait fois 7 depuis 1960. Eh bien, si je superpose à cette courbe la courbe des épidémies, c'est intriguant. Quand j'ai fait cet exercice, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Alors, évidemment, ça peut paraître simpliste comme approche, mais on va aller plus loin ensuite. Hein. On voit quand même que la corrélation entre le PIB mondial et la courbe bleue du nombre d'épidémies annuelles dans le monde sont extrêmement bien corrélées. En plus, j'ai mis les deux graphiques à l'échelle. En plus, et les deux graphiques sont oh non, pardon, rien du tout. En 2008, on voit la crise financière, le PIB qui chute, le nombre d'épidémies mondiales qui chute également. C'est quand même fortement surprenant. Alors pour moi, parce que je le reconnais volontiers, je suis novice dans cette thématique. J'essaie d'appliquer les outils que je connais en économie écologique à cette thématique nouvelle du Covid-19. Donc j'ai été surpris de voir que cet exercice fonctionne extrêmement bien. Et quand on lit la littérature des biologistes qui connaissent bien la thématique des épidémies, pour eux, ce n'est pas une surprise, évidemment. Alors, pourquoi une telle corrélation? Comment est-ce possible? Quelles activités se cachent? Enfin, que se cachent? Quelles activités du PIB sont concernées par ces épidémies? Quelles activités économiques engendrent cette hausse du nombre total d'épidémies? C'est la question qu'on va se poser. C'est évidemment pas toutes les activités économiques, c'est un certain nombre. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simplifié ce que j'exprime là. C'est vraiment pour avoir une vision synthétique de la problématique. On a une croissance économique mondiale qui se chiffre, qui s'estime par une mesure de la croissance du PIB. Cette croissance du PIB intensifie, donc cette croissance des activités économiques, amène à une intensification de l'utilisation des ressources naturelles. Et quand on utilise ces ressources naturelles, eh bien, en général, on détruit les écosystèmes. Ça conduit, je lis la troisième ligne, là, à des phénomènes de déforestation à l'échelle mondiale. Alors, pas forcément dans toutes les régions, pas forcément dans tous les pays, mais c'est à l'échelle mondiale, globalement, on observe que la surface des forêts diminue. Et ces déforestations diminuent pourquoi? Pour laisser place à de l'agriculture intensive, notamment de l'élevage intensif, à de l'urbanisation et à de l'exploitation minière. Voilà. Là, on a des activités économiques qui peuvent engendrer la hausse du nombre total d'épidémies dans le monde. La déforestation, l'agriculture intensive, l'urbanisation, l'exploitation minière. Tout cela conduit à la destruction des habitats naturels, contraignant les animaux sauvages, ces animaux sauvages qui vivaient dans ces forêts, à entretenir plus fréquemment des liens avec l'être humain parce qu'on va les envahir. Donc, ils entrent en contact avec nous, ou ils doivent fuir et aller fuir ailleurs, mais dans les villages alentours, dans les fermes alentours, ils entrent en contact avec les êtres humains. Ces animaux sauvages, donc notamment les chauves-souris, pas toutes les espèces de chauves-souris, certaines espèces, sont des réservoirs de virus. Elles vivent, elles ont coévolué avec ces virus, elles vivent relativement pas trop mal avec des virus. Ces animaux sauvages sont appelés animaux réservoirs. Ils fréquentent des animaux domestiques, des animaux d'élevage, des animaux braconnés vendus sur les marchés. Ils infectent ces animaux intermédiaires, ces hôtes intermédiaires. Et puis nous, êtres humains, on entre en contact avec ces animaux intermédiaires et on est contaminé à notre tour. Le virus saute la barrière des espèces. Ces animaux sauvages sont porteurs d'agents infectieux. Ils sont porteurs d'agents infectieux contre lesquels l'homme n'a pas d'immunité. On n'a pas co-évolué avec ces animaux sauvages. On n'est pas fait pour les fréquenter de près. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. On constate là que quand on attaque l'écosystème, quand on ne respecte pas la vie sauvage, en fait, on ne respecte pas la vie humaine. Et c'est plus, avec ce Covid-19, ce qui est assez intéressant sur le plan intellectuel, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas un positionnement philosophique uniquement, ce n'est pas uniquement un positionnement moral, c'est du réel, c'est du concret. C'est qu'on ne respecte pas la vie animale,
on ne respecte pas la vie humaine et on se met en danger sur le plan de la vie humaine. Ça, c'est un enseignement clair et net de cette crise du Covid-19, il me semble. Alors, comment se transmet un agent infectieux? Alors, pour le Covid-19, c'est encore difficile de le dire parce que les choses ne sont pas très claires. C'est pour ça que j'ai pris un exemple du passé qui a été bien analysé par les biologistes, le cas du virus Nipah en 1998. Alors, les faits. Il y a une épidémie qui éclate en 1998 dans des élevages de cochons en Malaisie. Peu après, on constate que les éleveurs contractent des fièvres hémorragiques sévères. L'explication que les biologistes ont trouvée par la suite, c'est qu'il y avait eu de l'exploitation des forêts pour développer les palmiers à huile. Donc les palmiers à huile, c'est cette fameuse huile de palme que l'on consomme dans tous les biscuits industriels. Quand vous allez acheter des biscuits, des madeleines chez Carrefour ou chez Auchan, ou dans n'importe quel supermarché, regardez les ingrédients, il y a très très souvent de l'huile de palme. Il faut être très fin parce que l'huile de palme a beaucoup de synonymes, hein, beaucoup de termes techniques. Vous devez les apprendre par cœur ou imprimer une petite feuille que vous gardez dans votre poche quand vous allez faire vos courses. On trouve la liste, hein, sur Internet très facilement sur tous les termes utilisés pour définir l'huile de palme dans les ingrédients des produits industriels que l'on peut acheter au supermarché. Il ne faut plus jamais acheter ces produits. Si on consomme de l'huile de palme, à mon sens, on a une responsabilité indirecte dans la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Et je me fais l'autocritique moi-même, hein. C'est également dans les savons, les shampoings, les cosmétiques et même dans les magasins bio. C'est bourré d'huile de palme. Il faut lire les produits attentivement et passer plus de temps dans ce magasin pour trouver des produits sans huile de palme. Donc moi, depuis le Covid-19, il m'est arrivé de ne plus acheter de savon pendant 2-3 jours parce que je n'avais pas trouvé celui que je voulais. Il est pour moi aujourd'hui impensable d'acheter des produits avec de l'huile de palme. Donc, l'explication pour le virus Nipah. Les forêts sont déforestées pour les remplacer par des plantations de palmiers à huile. Ça provoque le départ des chauves-souris qui y vivaient. Donc ici, c'était les roussettes frugivores, une espèce de chauve-souris, animal réservoir du virus Nipah. Euh, Ces chauves-souris ont dû quitter leur habitat forestier, détruit, pour aller rechercher de la nourriture ailleurs, qu'elles ont fini par trouver où? Ben, dans des vergers ou des fermes alentours. Et là, elles ont commencé à consommer des fruits dans les arbres de ces fermes et de ces vergers. Et puis elles consomment, elles mangent et elles urinent aussi. Il arrive qu'elles urinent sur des fruits. Certains de ces fruits sont tombés au sol. Il y avait dans les environs un élevage de porcs. Les porcs, ce sont des animaux omnivores, hein, comme l'être humain. Ils mangent de tout. Et donc, ils ont consommé ces pommes tombées au sol avec l'urine des chauves-souris et ils commencent à développer la maladie due au virus Nipah. Les éleveurs au contact de ces porcs ont contracté le virus Nipah et le taux de mortalité était extrêmement élevé, 70% de mortalité parmi les personnes infectées. Donc c'est assez triste, hein, pour les gens qui en sont morts, mais ça permet aussi de limiter l'ampleur de l'épidémie parce que le virus tue trop vite son hôte et les gens n'ont pas le temps de contaminer les autres. Ils sont morts avant d'avoir pu contaminer qui que ce soit. Donc c'est un virus qu'on pourrait qualifier de peu intelligent, en tout cas dans sa capacité à coloniser le monde. Mais bon, il y a quand même eu une propagation internationale. L'épidémie s'est propagée ensuite aux abattoirs de Singapour, hein, le pays voisin, via des porcs infectés qui avaient été importés de Malaisie. Alors, dans le cas du Covid-19, alors moi, je ne vais pas trop m'avancer, hein, parce que, encore une fois, je ne suis pas biologiste ni virologue. Mais bon, il semble aujourd'hui relativement clair, il me semble, que l'animal réservoir, c'est la chauve-souris. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, sous réserve d'informations nouvelles. L'hôte intermédiaire, ben, on a longtemps cru que c'était le pangolin. Et puis, depuis quelque temps, on nous dit qu'en fait, le pangolin a été disculpé. Ce ne serait pas ce pauvre pangolin qui aurait été l'hôte intermédiaire du Covid-19. Ce serait peut-être des animaux élevés en batterie par dizaines de milliers pour leur fourrure, comme le vison ou le renard, dans des conditions où les chauves-souris pourraient envahir les hangars où ces visons et ces renards sont élevés. Alors, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout confirmée, hein, elle est plausible, mais à vérifier. Mais bon, pourquoi pas, puisque la Chine est l'un des 3 principaux pays producteurs de fourrure dans le monde. Voilà, je ne vais pas m'avancer plus, mais ce sont les hypothèses actuelles. Alors évidemment, il y a l'hypothèse que le virus se serait échappé du laboratoire P4 à Wuhan. Elle semble être l'hypothèse la moins plausible au regard des connaissances actuelles, mais il ne faut pas l'écarter non plus. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à la thématique. Les activités humaines ont de tout temps mené à la hausse des épidémies, heu, pardon, enfin, comment dire? À l'apparition de nouvelles épidémies et puis depuis 1940, à la hausse du nombre d'épidémies. Et donc ça reste bien une réalité actuelle, quelles que soient les conclusions, sur les causes du Covid-19.
Et encore une fois, si la Chine s'est intéressée au coronavirus et s'ils ont été étudiés en Chine, dans le laboratoire P4 à Wuhan, c'est parce qu'il y a déjà eu le coronavirus de 2003, celui de 2012, donc le SARS-CoV-1, le MERS-CoV, etc. Et donc, les scientifiques chinois sont très au courant des problématiques liées au coronavirus. Raison de plus de les étudier, évidemment. Évidemment, dans les conditions les plus sécures possibles. Alors, les causes, on va les repasser une à une en revue, parce que là, j'ai fait une superposition de deux graphiques. Ça reste un peu simpliste, évidemment, comme approche. Il faut des méthodes statistiques un peu plus poussées pour le vérifier, bien que c'est corroboré par les épidémiologistes et les biologistes. L'activité humaine conduit à la hausse du nombre d'épidémies. Je le répète encore et encore, mais parce que je sais qu'il y a pas mal de sceptiques en la matière. Alors, première cause, la déforestation. Ben, évidemment, il faut vérifier que les surfaces forestières dans le monde sont bien en décroissance. Alors, j'ai été vérifié parce que je ne le savais pas. En France, la surface forestière augmente, hein. Par contre, la biodiversité forestière, elle, semble-t-il, diminue parce que ce sont des forêts très intensives, très industrielles, mais la surface augmente. Eh bien, en France, à l'échelle mondiale, la surface forestière diminue. Ici, c'est un graphique que j'ai repris sur le site de la Banque mondiale. Chaque année, ce sont 51 000 km² de forêt dans le monde qui disparaissent. Donc, 51 000 km² de forêt qui disparaissent, ça équivaut à la surface de la Bretagne et de la Normandie réunies. Chaque année, on perd cette surface-là. Pourquoi? Ben, notamment pour laisser place à de l'élevage et des cultures intensives. La plupart des cultures dans le monde sont destinées à nourrir les animaux d'élevage. Eh bien, la surface agricole mondiale, en effet, ne cesse d'augmenter. Ça aussi, pour moi, c'était une surprise parce que en France, en Belgique, c'est l'inverse, hein. On détruit nos terres arables pour les remplacer par des zones commerciales, urbaines et industrielles. C'est une catastrophe parce qu'en France et en Belgique, on a des terres très fertiles. On est en train de les ronger année après année. C'est à se demander comment ça se fait qu'il en reste encore. Mais à l'échelle mondiale, c'est l'inverse. La surface de terre agricole augmente, mais au détriment des forêts à très haut niveau de biodiversité. Donc, c'est une catastrophe pour l'écosystème. Chaque année, depuis 1992, la surface agricole ronge l'écosystème en s'accroissant de 76 000 km². Ça correspond à la surface de deux petits pays européens, les Pays-Bas et la Belgique réunis. C'est énorme quand même. Chaque année, c'est ça qu'on perd en forêt, et notamment dans les forêts tropicales très riches en biodiversité. Forêts tropicales qui abritent des chauves-souris qu'il vaudrait mieux ne pas déranger. Chauves-souris qui co-vivent, hein, qui cohabitent avec des coronavirus. Alors, j'ai fait une petite revue de littérature pour la présentation d'aujourd'hui. Il y a des articles récents, hein, parus dans le courant 2020, qui démontrent bien que plus il y a d'élevage dans un pays, plus il y a d'épidémies de maladies infectieuses qui infectent l'homme. Ce graphique le montre, hein. C'est un graphique qui a été publié dans une étude de Serge Morand dans Biological Conservation, tout récemment. Sur l'axe horizontal, on a le number of cattle, donc le nombre de têtes de bétail, le nombre d'animaux d'élevage, l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, on a donc le Human Infectious Disease Outbreaks. Donc, outbreaks, c'est épidémie. Les épidémies causées par des maladies infectieuses infectant l'homme. Et chaque point sur le graphique, c'est un pays. Et on voit, hein, la courbe de tendance, la courbe rouge, qui montre vraiment une tendance à la hausse. Plus vous avez des animaux d'élevage dans un pays, plus vous avez des épidémies de maladies infectieuses qui touchent l'être humain. Ça, c'est confirmé statistiquement. Bon, alors il faudra peut-être plus d'études pour rendre cette étude-là encore plus robuste, mais ça a l'air quand même relativement clair, hein. L'urbanisation, c'est l'autre cause que j'ai invoquée dans la déforestation et qui chasse les chauves-souris de leur habitat. Eh bien, à l'échelle mondiale, ça c'est aussi un graphique que j'ai repris sur le site de la Banque mondiale, l'urbanisation ne cesse d'augmenter. En 1960, 33% de la population mondiale vivait dans une ville. En 1960, 33%. En 2018, 55%. Donc plus de la moitié. Et si cette tendance se prolonge, et vous avez vu, elle a l'air très stable, à cette tendance, elle va se prolonger, à moins d'un cataclysme. Eh bien, à ce rythme, en 2050, ce sera 70% de la population mondiale qui vivra en ville. Pour l'écosystème, c'est un désastre. Alors ici, on parle du Covid-19. Mais je pourrais vous parler des plastiques et puis d'autres choses, hein. Pour l'écosystème, c'est un désastre. J'ai trouvé un graphique récemment, en haut à droite de cette diapo, qui a été publié par une équipe, donc l'équipe de monsieur Skorka. Alors je dis monsieur, mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, excusez-moi,
dans PLOS ONE, qui est disponible en ligne. Allez vérifier tout ce que je vous raconte. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Sur l'axe horizontal, le pourcentage de population urbaine dans un pays, donc entre 0 et 100%. Sur l'axe vertical, c'est la modification de la vitesse de propagation de l'épidémie du Covid-19 dans une population, en fonction de la population urbaine. Donc, quand le Covid-19 arrive quelque part, il se propage au sein de la population avec une certaine vitesse, a growth rate, un taux de croissance. Et ce taux de croissance varie en fonction du degré d'urbanisation de la zone affectée. C'est ça que l'on lit sur l'axe vertical. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, le modèle a été simulé avec plein de valeurs de paramètres, hein. C'est les zones grises, là, les lignes grises. En tout cas, il y a une tendance à la hausse. Et puis, la moyenne de tous les résultats des modèles, c'est la ligne rouge. On va lire juste la moyenne pour être synthétique. On voit qu'à partir d'un certain seuil d'urbanisation, qui se situe là quelque part autour de 30-40%, au-delà, si la population urbaine continue à augmenter, eh bien la vitesse de propagation du Covid-19 dans la population augmente. Pour plusieurs raisons, hein. Forcément, dans une ville est plus densément peuplée, il y a plus de contacts sociaux, donc les gens s'infectent plus facilement. Mais une ville aussi, c'est une ville où les gens sont stressés, leur système immunitaire peut être fragilisé. C'est aussi une ville, c'est aussi un endroit où la pollution de l'air est assez importante. Et là, vous pouvez taper, il y a une médecin, une épidémiologiste de l'INSERM en France, hein, qui s'appelle Isabella Anessi Maessano. Vous recherchez son nom dans un moteur de recherche, lilo.org par exemple, un moteur de recherche éthique. Et vous allez voir, elle a travaillé récemment sur le fait d'habiter dans une zone polluée qui favorise le développement de formes graves de la maladie liée au Covid-19. La pollution est transportée par les microparticules de pollution dans l'air et arrive plus facilement dans l'organisme. Cette pollution irrite nos voies respiratoires et donc permet au virus de rentrer plus facilement dans l'organisme. Cette pollution génère des maladies inflammatoires qui rendent le système immunitaire plus fragile au Covid-19. Et donc, habiter dans une zone polluée n'est pas du tout bon en cas d'épidémie de Covid-19. Alors malheureusement, les personnes qui vivent dans les zones polluées, c'est souvent les personnes plus précarisées, avec des revenus précaires ou modestes. Et donc, il y a une forte inégalité face à la maladie du Covid-19. L'activité minière, autre cause qui génère des déforestations et qui chasse les chauves-souris de leur environnement forestier. Alors, l'activité minière, oui, elle augmente. L'exploitation des ressources naturelles ne cesse d'augmenter. Alors, ici, le graphique commence en 1900. J'aurais pu le faire remonter à 1750. Depuis la révolution industrielle, on exploite de plus en plus l'écosystème avec une forte accélération après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu, on est sur une courbe exponentielle. Tous les 20-30 ans, l'extraction annuelle de ressources naturelles double. On est sur une courbe qui devient de plus en plus verticale. Ça a un impact sur les écosystèmes. C'est un impact tellement soudain et tellement énorme qu'en fait, il est très difficile et même impossible que l'écosystème et même que les systèmes humains, alors si je joins les deux, ça fait les socio-écosystèmes ou les anthropo-écosystèmes, il est très difficile aux socio-écosystèmes et aux êtres humains de s'adapter à un tel changement euh, de paradigme économique, en fait. Euh, et ça, ce graphique traduit aussi donc une croissance exponentielle des activités d'extraction de ressources naturelles, mais ça traduit aussi la croissance du PIB, hein. Quand on vit dans le paradigme, dans le dogme de la croissance du PIB, on est sur ce genre d'exploitation-là, qui est extrêmement prédatrice pour les écosystèmes et en fait pour les êtres humains également. Une autre cause à invoquer dans la crise du Covid-19, c'est la baisse de la biodiversité. Alors, c'est une cause et à la fois une conséquence. La baisse de la biodiversité résulte de tout ce dont je viens de parler, la déforestation, l'urbanisation, l'exploitation minière, etc. Mais c'est aussi une conséquence, parce que plus la biodiversité chute, plus les épidémies se propagent. Alors, ça peut paraître incompréhensible dit comme ça, donc je vais y aller progressivement. Moi-même, j'ignorais totalement cette causalité il y a encore un an. Alors d'abord, on va tous se convaincre qu'il y a bien une crise de la biodiversité. Euh, j'ai remarqué que dans la population, tout le monde n'en est pas bien conscient. Alors, ce graphique-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Vous avez toutes les sources en bas, allez vérifier tout ce que je vous raconte. Ne me prenez pas, ne croyez pas tout ce que je vous dis, allez vérifier par vous-même. Dans ce graphique, on voit sur l'axe horizontal une échelle de temps qui commence en l'année 1500 et finit en 2018. Axe horizontal. Sur l'axe vertical, on a le pourcentage cumulé d'espèces vivantes qui ont disparu depuis 1500. Donc, on commence à compter en 1500. C'est pour ça qu'en 1500, on est à zéro.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'extinction à cette époque-là, hein, mais ce graphique propose de commencer à faire le compte à partir de 1500 et puis de cumuler toutes les espèces disparues jusqu'en 2018. Eh bien, on voit pour les mammifères, hein, donc l'être humain également est un mammifère, qu'entre 1500 et 2018, on a perdu quasiment 2% d'espèces de mammifères. Pour les amphibiens, on est presque à 2,5%. Alors, ces pourcentages peuvent vous paraître faibles. Bon, perdre 2% d'animaux, enfin d'espèces, pardon, on peut se dire, bah, c'est pas la fin du monde. Mais il faut savoir que cette perte-là, on peut aussi l'exprimer autrement. Ça veut dire que le taux mondial d'extinction d'espèces est aujourd'hui 50 à 1000 fois supérieur au taux moyen d'extinction des 10 dernières millions d'années. Donc l'être humain, par son activité humaine, ses activités économiques, a multiplié par 50 et même jusqu'à 1000 le taux d'extinction naturelle qu'on a observé sur les 10 dernières millions d'années. C'est vous dire l'impact des activités humaines. Et ça, c'est un chiffre actuel. Il est en train d'augmenter. Et cette augmentation sera pire si le réchauffement climatique dépasse plus 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Vous voyez le lien entre biodiversité, activité humaine et changement climatique? Dans l'écosystème, tout est lié, hein. Et cette crise du Covid-19 nous le montre par un exemple qui est un cas d'école. Alors, un cas d'école malheureux parce qu'il est bien mort, mais sur le plan intellectuel, en économie écologique, c'est un cas absolument fascinant et fabuleux à étudier. Un autre chiffre qui est peut-être plus impressionnant, plus de 60% des animaux sauvages ont vu leur population régresser depuis les années 1970. Une épidémie passera plus facilement d'animaux en situation de baisse de la biodiversité. Et surtout s'il s'agit de microbes, de bactéries, de virus peu spécifiques et qui peuvent passer facilement d'un animal réservoir à un autre animal. On va donner un exemple, parce que dit comme ça, j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est aussi assez obscur, comme ça l'était pour moi il y a encore un an. Prenons le cas de la maladie de Lyme. Donc, cette maladie a été étudiée dans les travaux menés aux États-Unis qui ont montré l'effet de dilution. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de dilution? Ici, je prends le cas de la maladie de Lyme, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, hein. Euh, au sein au sein des espaces naturels moins riches en diversité biologique, les tiques occasionnent plus de cas d'infection de maladie de Lyme que dans un environnement plus riche en espèces. Donc les tiques, hein, c'est l'agent responsable de la transmission de la maladie de Lyme. Si la biodiversité chute, le tique va occasionner plus d'infections. Pourquoi? Eh bien parce que la baisse de la biodiversité, quand on fait chuter la diversité biologique dans un environnement naturel, aux USA, ça s'est traduit par une chute, une baisse du nombre de prédateurs, les lynx, les loups par exemple. Or, ces prédateurs contrôlent les populations de petits mammifères rongeurs, les rats, les souris dans les forêts. Ces rats, ces souris, ces petits mammifères rongeurs sont porteurs de microbes, de virus, de bactéries ou de tiques qui sont eux-mêmes vecteurs d'agents infectieux, comme la maladie de Lyme. Or, les loups, les lynx, en ayant une fonction écologique de prédateur, contrôlent l'abondance des rongeurs et réduisent ainsi la transmission des pathogènes, virus, bactéries ou parasites, comme les tiques. Et donc, en traitant mal ces prédateurs, ces lynx, ces loups, on crée ce qu'on peut appeler, ça c'est un terme que j'emprunte à Serge Morand, des pathosystèmes. L'homme a détruit la résilience nécessaire à la nature et à la santé des êtres humains. Voilà un premier exemple qui montre que la santé des animaux va de pair avec la santé des êtres humains. Beaucoup d'activistes l'ont dit, beaucoup de militants écologiques l'ont dit, maintenant ce sont des scientifiques qui le disent. Alors, la preuve ici, encore une fois, par les statistiques, que la baisse de la biodiversité favorise les épidémies. Sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Sur l'axe horizontal, Endangered Wildlife Species. Donc, c'est les espèces sauvages en danger d'extinction. L'axe horizontal. Donc, le pourcentage d'espèces sauvages en danger d'extinction dans le total des espèces dans un pays. Encore une fois, chaque point sur ce graphique, c'est un pays. Sur l'axe vertical, toujours la même chose, les Human Infectious Disease Outbreaks, donc les épidémies de maladies infectieuses touchant les êtres humains, en pourcentage dans le total des maladies touchant l'être humain. Et on voit bien, la courbe de tendance rouge qui passe par le milieu des points montre une hausse. Quand les espèces sauvages sont en danger d'extinction, le nombre d'épidémies augmente. Vous pourrez lire à votre aise tous ces paramètres statistiques pour ceux que ça intéresse.
Mais moi, je dois avancer malheureusement parce que nous sommes contraints par le temps. Mais voilà, en tout cas, on a la preuve par un outil statistique que cette idée que quand on met à mal l'écosystème, la vie sauvage, eh bien, on met à mal l'être humain et on propage des épidémies qui touchent les êtres humains. Ce n'est pas un point de vue philosophique, ce n'est pas un point de vue moral. Enfin, si ça l'est, évidemment, mais c'est aussi du concret, du tangible. C'est de la réalité que l'on vit aujourd'hui, chacun dans notre quotidien. Euh, le PIB. Alors, évidemment, tout ce que je viens de dire découle du PIB, puisque le PIB, c'est la croissance économique, et tout ce que je viens de dire découle de la croissance économique, de la croissance d'activités de déforestation, d'urbanisation, euh, d'activités minières et d'agriculture intensive, qui sont autant d'activités qui nourrissent le PIB. Mais certains disent aussi que c'est le PIB lui-même qui cause le problème. Alors, bon, le PIB, c'est un indicateur macroéconomique, c'est un raccourci, mais allons un peu plus loin, voir ce que ça veut dire. Sur ce graphique, on a sur l'axe horizontal le PIB, qui a été transformé en logarithme naturel, en logarithme népérien, l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, on a la variation du nombre de personnes affectées par le Covid-19 due à des hausses de PIB. Et on voit qu'il y a une corrélation assez nette. Euh, Quand le PIB augmente, au début, ça ne change rien. La courbe rouge est stable. Et puis, au-delà d'un certain seuil de PIB, la courbe rouge augmente et on voit que le nombre de personnes affectées par le Covid-19 augmente. Il y a un lien très clair entre PIB et infection au Covid-19. Pourquoi? Alors ici, je vous ai mis un graphique, j'en avais trois qui corroborent tout ce que je viens de dire, mais pour faire rapide, je ne vous les montre pas. Allez lire la publication en bas de diapo. Alors, on va essayer d'expliquer ce lien entre Covid-19 et PIB. Eh bien, quand le PIB est élevé, en général, ce sont des pays riches, donc ce sont des pays dans lesquels les dépenses totales de santé sont élevées également. Les gens ont les moyens de se soigner, les gens ont le moyen d'aller chez un médecin, d'aller à l'hôpital, et il y a un système de sécurité sociale ou d'assurance privée qui est là et que les gens savent payer. Euh, donc forcément, les gens sont mieux soignés, ça augmente l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente, mais la population, il y a un plus grand nombre de personnes âgées dans la population, et forcément, comme l'âge est un facteur de risque, eh bien, il y a plus de formes sévères et de morts du Covid-19. Donc là, c'est un lien positif. Forcément, quand le PIB est élevé, on a plus de morts ou plus de cas d'infection, mais c'est parce que les gens vivent plus longtemps, donc c'est plutôt une chance de pouvoir vivre plus longtemps, en tout cas à mon sens. Donc là, on ne peut pas vraiment incriminer le PIB, c'est une causalité qui est plutôt louable. Mais il y en a une qui est moins louable. Je vais lire le second point de cette diapo. Quand le PIB est élevé, les revenus des citoyens sont élevés. En moyenne, évidemment, il y a toujours des populations plus pauvres que d'autres, mais en moyenne, on a une population qui est plus capable qui a un revenu plus élevé et qui est donc plus capable de consommer. Eh bien, les revenus élevés, les PIB élevés, sont fortement associés à une consommation plus élevée de produits malsains. En conséquence, les pays riches ont plus de citoyens en surpoids et qui souffrent d'obésité. C'est assez terrible d'arriver à ce constat. L'obésité est un des facteurs de risque, malheureusement, qui augmente la probabilité de développer des formes graves et de décéder du Covid-19. Alors évidemment, on connaît tous des personnes en surpoids qui ont eu le Covid-19, qui ne sont pas décédées et qui n'ont pas développé des formes graves. Évidemment, on parle de probabilité ici. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un en surpoids qui a eu le Covid-19 et qui n'est pas mort que ce que je viens de dire est faux. Ce sont des moyennes à l'échelle d'une population. Euh, alors voilà, l'obésité, c'est un problème, le surpoids est un problème, et c'est en fait un problème de nature épidémique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, 2,8 millions de personnes décèdent chaque année du fait de leur surpoids ou de leur obésité. Alors, regardons la carte de gauche. En 1975, tous les pays avaient des couleurs blanches ou jaune clair, ou parfois orange. Ça veut dire qu'en général, dans ces pays-là, enfin, à l'échelle, dans tous les pays du monde, on avait moins de 10%, moins de 10-15% de personnes obèses euh, dans le monde. Et même bien souvent, moins de 5 à 10% pour les pays jaune clair. Ça, c'était 1975. 2014, carte de droite, tous les pays, enfin, tous les pays non, justement, mais beaucoup de pays sont dans les rouges, voire même rouges foncés. Ça veut dire qu'on a plus de 25%. Pour les rouges foncés, on a entre 25 et 30%. Les rouges très foncés, plus de 30% de personnes obèses dans ces pays-là. On est vraiment sur une situation épidémique mondiale, sauf dans certains pays d'Afrique, sauf dans certains pays asiatiques, l'Inde, la Chine.
Alors, je sais que l'Inde est dans le top 10 des pays avec le plus grand nombre de morts, mais l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est normal. Si vous ramenez ça par million, si vous ramenez leur nombre de morts par million d'habitants, il est absolument dérisoire. Il n'y a pas beaucoup de morts en Inde par million d'habitants. En tout cas, selon les chiffres officiels, évidemment, sous réserve de corrections à l'avenir. Voilà. Alors, pourquoi on a une épidémie d'obésité? Ben, on doit chacun se poser la question, hein. On peut se demander pourquoi il y a un McDonald's à côté du musée du Louvre à Paris. Rue de Rivoli, à une enjambée du musée du Louvre, on a un McDo. Sur la grande place de Bruxelles, un des plus hauts lieux culturels et historiques, une grande place d'une qualité architecturale absolument hors norme, vieille de plus de 3 siècles, on a un Starbucks. Alors Starbucks, ça vend du café, mais ça vend surtout du sucre, hein. Pour la santé, c'est une catastrophe. Pourquoi les gouvernements ou les villes ou les municipalités autorisent d'avoir de la malbouffe s'installer à côté de hauts lieux historiques et de hauts lieux culturels? On doit vraiment se poser la question de quelles sont les valeurs soutenues par les autorités publiques. Et puis, on peut se faire aussi l'autocritique, hein. Pourquoi allons-nous chez Starbucks? Pourquoi allons-nous chez McDo? Pourquoi allons-nous dans des kebabs qui pullulent dans les quartiers populaires à chaque coin de rue? On doit vraiment se poser cette question-là, chacun d'entre nous. Se poser la question pourquoi nous consommons ces produits et pourquoi les autorités publiques autorisent que de tels commerces s'installent à côté de hauts lieux culturels et historiques. Alors certains diront que les autorités publiques ne peuvent pas faire trop d'interventionnisme, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on traverse la rue au feu rouge, on peut avoir une amende. Jusqu'à preuve du contraire, quand on roule sur l'autoroute, on est limité à 120-130 km/h selon les pays. Donc il y a quand même des lois. Voilà, je laisse la réflexion ouverte évidemment pour en discuter plus tard. Euh, une autre cause, le transport international. Depuis l'Antiquité, le commerce, le transport a favorisé la propagation des épidémies. Évidemment, ça s'est accéléré avec la mondialisation. Le transport, par exemple, le vol pour passagers. Le vol de passagers a été multiplié par 12 entre 1970 et 2017. C'est le premier graphique tout en haut. Total passengers en millions depuis 1970 jusqu'en 2017. Vous voyez, cette courbe est en hausse fulgurante. Le transport aérien de marchandises, donc le commerce international, a été multiplié par 14. Les marchandises transportées par avion, leur quantité a été multipliée par 14 entre 1970 et 2017. C'est le second graphique sur votre gauche. Et tout cela a nourri la croissance mondiale, la croissance économique. Le PIB mondial a été multiplié par 4 entre 1970 et 2017. Donc un facteur 4 pour le PIB, c'est quand même énorme. Alors il y a deux raisons, enfin, on pourrait invoquer des tas de raisons, on pourrait en parler pendant 30 heures, hein, si on veut. Alors, mais pour faire rapide, on peut dire qu'il y a deux raisons à cette multiplication par 4 du PIB mondial entre 1970 et 2017. C'est ce que vous voyez sur le graphique tout en bas, que j'ai pris sur le site de la Banque mondiale. Eh bien, en fait, en moyenne, en moyenne, chaque être humain est 2 fois plus riche en 2017 qu'en 1970. Le PIB par habitant a doublé sur cette période-là. C'est en moyenne, évidemment. Il y a encore un très grand nombre de personnes qui souffrent de pauvreté dans le monde. Mais en moyenne, le terrien moyen est 2 fois plus riche en 2017 qu'en 1970. Et puis, sur la même période, la population mondiale a également doublé. Donc, on a fait x2, x2, ça fait x4. Ça explique pourquoi le PIB mondial a quadruplé entre 1970 et 2017. Voilà, j'en ai fini pour les causes liées à la destruction des écosystèmes par les activités économiques. Et je vais invoquer une dernière cause, qui est les causes liées au système de soins de santé. Alors bon, je pense qu'il y a un consensus relativement général pour dire que les autorités publiques gèrent très, très mal cette crise, en tout cas en France, en Belgique, aux États-Unis. J'aurais peut-être peu de personnes qui vont s'offusquer par le propos que je viens de tenir. Mais cette mauvaise gestion du système de soins de santé ne date pas du Covid-19, hein. À l'échelle mondiale, la plupart des pays du monde ont détruit leur système de soins de santé. Et ce graphique le montre. Ce graphique, je l'ai emprunté à l'OCDE. Vous avez le lien, allez vérifier. Ce graphique est un graphique qui essaie d'estimer comment les États investissent dans leur système de soins de santé. Alors, un indicateur couramment utilisé, c'est le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants.
Évidemment, on s'en fiche qu'il y ait des lits d'hôpitaux, ce n'est pas ça la question, mais ça indique le niveau d'équipement hospitalier, le niveau d'équipes hospitalières qui sont là, les infirmières, les infirmiers, les médecins, pour soigner les gens. Eh bien, le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants n'a pas cessé de chuter depuis les années. Alors, pour certains pays, la chute a commencé depuis les années 60. Pour d'autres, c'est plutôt dans les années 80. Alors, en France, c'est plutôt les années 80. Depuis depuis le milieu des années 80, on réduit le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants en France. Et c'est vrai dans la plupart des pays du monde. C'est le fruit des politiques d'austérité commencées dans les années 80, notamment initiées par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Et depuis, ça n'a pas cessé de s'accélérer. Quand vous parlez à des médecins, ils vous confirment ça dans leur travail au quotidien. Leurs moyens pour faire leur travail sont en diminution constante. Leurs conditions de travail se dégradent. Alors, on ne va pas commencer à parler de la rémunération des médecins, ce n'est pas la question, hein. La question, c'est leurs conditions de travail et les outils qu'ils ont à leur disposition pour faire leur travail correctement. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, quand j'ai commencé à faire ces graphiques lors de la première vague, au premier confinement, en mars 2020, je n'aurais pas cru que ça fonctionnerait aussi bien. C'est vraiment caricatural. Le pays qui a le moins dégradé son nombre d'équipements hospitaliers, c'est le Japon. Il a encore aujourd'hui 13 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. C'est le maximum mondial. Eh bien, le Japon est aussi le pays qui a le moins de morts, 4000 morts, enfin 4419. Et alors, il faut quand même le ramener à la population, parce que le Japon, c'est un très grand pays. Donc, ça veut dire 34 morts par million d'habitants au Japon. C'est extrêmement faible. La Corée du Sud, qui est absolument exceptionnelle, qui, elle, est le seul pays à avoir augmenté ses équipements hospitaliers, a 23 morts, je lis que les chiffres entre parenthèses, 23 morts par million d'habitants. L'Allemagne, on va passer maintenant aux pays européens. L'Allemagne, qui est un pays qui, semble-t-il, s'en sort pas trop mal dans la crise du Covid-19, est aussi le pays européen avec le plus de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Ils sont à 8 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. 537 morts par million d'habitants. La France, 6 lits, 6 lits par 1000 habitants. On arrive déjà dans le millier, 1056 morts par million d'habitants. Et puis, on tombe dans le bas du panier, hein, USA, Espagne, Royaume-Uni, qui ont moins de 4 lits pour 1000 habitants. Eh bien, on a un niveau de mort qui approche les 1200 morts par million d'habitants aux USA, 1135 morts par million d'habitants en Espagne, 1245 morts par million d'habitants au Royaume-Uni. Alors ça, c'est simplement une observation graphique. J'ai fait une revue de littérature récemment et j'ai la chance qu'un article vient d'être publié par l'équipe de Sorcy dans Scientific Reports, qui est une publication de l'équipe du journal Nature. C'est ce graphique que vous voyez ici en haut à droite. Sur l'axe horizontal, on ne va pas lire l'axe perpendiculaire, hein, parce qu'on ne va pas se compliquer la vie, encore une fois, le temps est limité. On va simplement lire ici l'axe horizontal, le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Et l'axe vertical, le CFR, c'est le Case Fatality Rate. Le Case Fatality Rate, c'est le pourcentage de morts dans le total des personnes infectées au Covid-19. Donc, vous prenez toutes les personnes pour qui il est prouvé qu'elles sont infectées au Covid-19 et vous calculez le pourcentage de ces gens-là qui vont mourir. Eh bien, quand on va vers la gauche sur l'axe horizontal, donc peu de lits d'habitants, pardon, oulala, je commence déjà à fatiguer, peu de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, le pourcentage de morts dans les personnes infectées par le Covid est énorme. Et plus vous augmentez le nombre d'hôpitaux, plus ce pourcentage de morts diminue, pour tendre vers zéro. Donc ça, c'est très clair, hein. Équipons les hôpitaux, financions le système de soins de santé, et la mortalité diminuera très fortement. Alors on peut suite à ce graphique, hein, il est quand même, ça met quand même en lumière les moyens choisis par les gouvernements. Alors évidemment, on ne peut pas augmenter le nombre d'équipements hospitaliers et les équipes hospitalières en quelques semaines. Donc, évidemment, ce que je préconise là n'est pas facile à mettre en œuvre sur le court terme. Mais en tout cas, sur le long terme, je ne parle pas dans 50 ans, hein, je parle dans le courant de l'année ou des 2-3 ans à venir, si le gouvernement ne refinance pas les hôpitaux et les systèmes de soins de santé, ce sera la preuve qu'il n'y a pas de volonté politique de veiller à la santé de sa population. Voilà. C'est un premier constat que je peux faire, peut-être un peu radical pour certains, je ne sais pas, on pourra en discuter.
Alors, on va se pencher maintenant sur les solutions. Alors évidemment, on a le choix de ne rien changer et d'espérer que ça n'arrive plus. Mais la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Parmi les solutions que je vais énoncer, pour certains, elles vont paraître totalement insuffisantes. Pour d'autres, elles vont paraître radicales, utopistes, irréalistes. Il est impossible de résoudre les crises écologiques du XXIe siècle, dont la Covid-19 est issue, sans changer la manière dont nous vivons, la manière dont nous produisons, la manière dont nous consommons, la manière dont nous voyageons, la manière dont nous organisons les marchés, les systèmes économiques et la manière dont nous organisons les systèmes politiques. Si on ne veut rien changer, ben, il n'y a rien qui changera. Ça, c'est très clair, hein. Aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. Donc ça, il faut en être très conscient. Donc ça peut être un choix, évidemment, hein. On peut se dire, on préfère rester dans le confort de ce que l'on connaît et ne rien changer. Mais dans ce cas-là, il faut accepter la crise du Covid-19. Il va falloir accepter la crise des changements climatiques. Il va falloir accepter la crise de la biodiversité mondiale. Et ça ne va pas être de la tarte. La crise actuelle du Covid-19, alors c'est une hypothèse que je fais, n'est que le début de ce qui nous attend pour le XXIe siècle. Et c'est rien. C'est rien du tout. Ça sera pire. C'est une hypothèse, hein, on verra bien si elle se vérifie. J'espère que non, évidemment. Alors, première solution, rendre sa capacité d'action à la société face aux crises. L'action, ça nécessite de l'argent. Les pouvoirs publics ont besoin de budget public pour mettre en place des services publics pour protéger leur population. Et pour pouvoir, pas seulement les protéger, pour pouvoir leur fournir des services publics dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre dans de bonnes conditions. Eh bien, en Europe, et ce n'est pas que l'Europe, c'est le monde entier, hein, le taux moyen d'imposition des sociétés a été réduit de moitié entre 1985 et 2018. Alors, j'ai plusieurs graphiques qui le montrent et j'ai pris plusieurs sources parce que moi-même, j'étais un peu étonné quand j'ai entendu ça, donc j'ai été chercher l'information. Et j'ai pris 3 sources ici pour vraiment me prouver que c'était bien vrai. J'avoue que j'étais assez étonné. On va commencer par le graphique en bas à droite qui remonte le plus loin dans le temps. Il commence en 1979. On va lire simplement la ligne avec les carrés, ce qui est la moyenne de l'Union européenne des 15, quand l'Union européenne n'était faite que de 15 États membres. Eh bien, le taux d'imposition des sociétés dans l'Europe des 15 en 1979 approchait les 50%. Ils payaient 50% d'impôts sur leurs bénéfices. Ça n'a pas cessé de chuter, chuter, chuter jusqu'en 2003. Et là, j'ai passé au graphique de gauche pour continuer jusqu'à aujourd'hui. On va lire la courbe bleue, qui est toujours l'Union européenne. Ça a chuté, chuté, chuté dans le courant des années 2000. Pour arriver jusqu'en 2018, on est tombé sous la barre des 22%. Voilà. Donc en 1979, les sociétés payaient 50% d'impôts en Europe. En 2018, 22% d'impôts. C'est bien une baisse de moitié. Pourquoi? Moi, quand j'étais doctorant, je gagnais 1 200 € par mois. Je payais 26% d'impôts en Belgique. Pourquoi? Comment est-ce possible? Alors, il y a certainement des bonnes raisons, hein. L'Europe a dû faire face aux pays émergents, à la Chine, à l'Inde, au Brésil. Euh, mais si on veut amener les conditions sociales du Brésil, de l'Inde et de la Chine en Europe, euh, bon courage à tous. Donc, première solution, rendre sa capacité d'action face aux crises en harmonisant à la hausse la fiscalité des grandes entreprises au sein de l'Union européenne. Pour financer quoi? Les services publics, entre autres la santé, et rétablir leur qualité. Alors, je pourrais dire la santé, mais je pourrais aussi dire l'éducation, euh, les conditions carcérales, l'information. Mais aujourd'hui, on va se limiter aux soins de santé puisque c'est le sujet du jour. Donc ça, c'est déjà une mesure qui peut paraître de base évidente, hein, mais qui est aujourd'hui extrêmement utopiste. On est loin de ça. On est très loin de ça. Alors, si le Covid-19 peut nous amener à ça, déjà, ce sera formidable. Il faut savoir, en Belgique, les très grandes entreprises, dont les multinationales, font l'objet, enfin, bénéficient d'exonération fiscale et payent 0% d'impôt. C'est pas normal. C'est immoral, c'est inadmissible et c'est criminel. Deuxième solution pour rendre sa capacité d'action face aux crises, identifier les biens et services à placer hors des lois du marché. Donc la précarisation du système de soins de santé qui a été révélée
par le Covid-19 nous y invite. Alors je dis révéler au grand public, hein, parce que les médecins, ils le savent déjà, hein. Ils le savaient depuis bien 10-15 ans que le système de soins de santé était précarisé de plus en plus par les pouvoirs publics. Euh, le déficit de la sécurité sociale, et donc des hôpitaux, est notamment creusé par les marges de profit excessives des industries pharmaceutiques que doit supporter la sécurité sociale. J'ai eu la chance de pouvoir interroger un jour une chef de produit qui travaillait dans une multinationale pharmaceutique, qui m'a dit que leur marge bénéficiaire était absolument euh, délirante tellement c'était élevé. J'ai évidemment demandé combien c'était. Elle n'a pas pu me le dire parce qu'elle n'avait pas le droit. Elle était tenue au secret. Donc les marges de profit des firmes pharmaceutiques sont absolument délirantes. Il faut des marges qui sont extrêmement au-delà du raisonnable. Pourquoi la sécurité sociale accepte de les payer en remboursant les médicaments? Pourquoi elle ne négocie pas plus fermement? Pourquoi elle ne met pas en place un système de production de médicaments national? Pourquoi? Alors je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi la France n'a pas arrêté de privatiser euh, ces entreprises publiques depuis les années 80? Vous tapez privatisation France Wikipédia, vous aurez toute la liste. Pourquoi on fait ça? Chacun doit se poser la question. Alors je ne dis pas que tout doit être public et national, hein, mais pourquoi on est parti dans cette privatisation à outrance? Pourquoi la France vend ses aéroports, ses ports, la loterie nationale? On doit tous se poser la question. Si vous voulez approfondir la question, euh, allez lire le rapport sur les inégalités mondiales de Thomas Piketty 2018. Vous aurez plein d'infos intéressantes sur la question. Enfin, plein de réflexions connexes en tout cas. Solution 3, relocaliser. Alors, je ne pense pas qu'il faille tout relocaliser, mais en tout cas, relocaliser les industries stratégiques sur le territoire européen pour affronter les crises en assurant nos capacités de production, simplement pouvoir produire des masques. C'est quand même affligeant que la France n'ait pas su produire des masques, alors que le Maroc, pays plutôt assez défavorisé en comparaison de la France, y parvient. En cas de crise, il faut qu'on soit capable de produire notre alimentation. Au sortir de la guerre, l'Europe a mis le paquet sur l'autonomie alimentaire. Il faut s'assurer que ce soit toujours le cas. Les médicaments, il faut s'assurer que la France et l'Europe soient capables de produire ses propres médicaments. On va quand même pas délocaliser les médicaments en dehors du territoire européen. Ce n'est pas stratégique. On doit quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, il faut relocaliser. Enfin, euh, il faut rien. Mais en tout cas, je pense qu'il serait bon, qu'il serait un effet positif de relocaliser les industries stratégiques, certaines industries stratégiques sur le territoire européen. Et en plus, il y aura un autre effet, ça va réduire les émissions de CO2 parce qu'on arrêtera d'importer des produits venant de très loin. Donc, ça va réduire le transport international et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Donc, en soi, c'est déjà bien, mais il faut aussi savoir que les changements climatiques ont une interaction qui n'est pas très vertueuse avec le Covid-19. Si le changement climatique dépasse le plus 2 degrés, ça va accentuer les épidémies. Certaines études suggèrent que au cours du XXIe siècle, on pourrait voir apparaître en Europe la malaria, le chikungunya et aussi des augmentations de la maladie de Lyme, la maladie de Lyme véhiculée par les tiques. En Sibérie, dans le nord de la Russie, les sols sont gelés. On appelle ça le permafrost. Ces permafrost gardent congelés des virus et des bactéries depuis plusieurs siècles et pour certains virus, plusieurs millénaires. Ils ne sont pas morts, ils sont dormants. Que va-t-il se passer lorsque le permafrost va encore plus se dégeler? Et dégèle déjà, hein. Il y a déjà eu un mort hein, en 2016 en Sibérie, un enfant qui a contracté l'anthrax d'une bactérie qui dormait dans le sol depuis 75 ans. Donc c'est déjà une réalité. Si ces virus et ces bactéries se réveillent et se propagent dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Alors je ne sais pas s'ils vont se propager, mais c'est une question qu'on doit se poser. Les cartes que j'ai mis à droite, c'est une étude qui n'a pas été publiée par Serge Morand, mais par Daniel Morand dans Nature, pardon, dans Nature, Ecology and Evolutions. Et qu'est-ce qu'il montre, cette carte? On va lire simplement la première carte en haut à gauche, qui s'intitule Forestry. Eh bien,
les couleurs foncées dénotent, donc le violet foncé dénote une forte dégradation des écosystèmes forestiers en raison de la consommation des citoyens américains sur le territoire américain, états-unien. Quand on consomme un produit aux États-Unis, on génère des destructions de forêts tropicales. Là, on le voit en Indonésie, mais aussi en Inde et en Chine. Donc, c'est parce que ça peut être parce qu'on a été acheter un meuble Ikea, et puis qu'on le jette et qu'on en rachète un autre parce que c'est des meubles à courte durée de vie. Ça peut être parce qu'on a acheté un produit industriel, un biscuit ou un shampoing qui contient de l'huile de palme et qui a été responsable de la déforestation. Donc, c'est intéressant. Cette étude montre comment, quand on consomme dans son propre pays, là, c'est les États-Unis, mais on aurait pu faire cette étude sur l'Europe, on détruit les forêts tropicales à l'autre bout du monde et donc on chasse les chauves-souris de leur territoire et ça amène les chauves-souris à entrer en contact avec des animaux domestiques ou d'élevage et à favoriser les sauts d'espèces des coronavirus à l'être humain. Donc voilà, relocaliser permettra aussi d'éviter ce genre de déboires et aussi d'assumer les dégâts de la production industrielle sur l'écosystème dans son propre pays. Quand on est confronté aux dégâts, on est plus enclin à mettre en place des mesures pour les éviter. Il est facile de détériorer l'écosystème chez les autres et de se voiler la face. 4, solution 4, modifier la fiscalité. Mais pour réduire la consommation matérielle, on doit modifier la fiscalité pour arrêter de tout baser sur la consommation matérielle. On est vraiment dans le surconsumérisme, hein. Donc, il faut renforcer l'application de lois contre l'obsolescence programmée. C'est déjà le cas en France, hein, il y a des lois contre l'obsolescence programmée, mais elles sont insuffisantes et trop faibles. Il faut mettre en place une fiscalité incitative qui favorise les produits solides, à longue durée de vie, et défavorise le fast fashion comme Zara ou H&M, des vêtements de mauvaise qualité. J'ai fait l'expérience récemment, j'ai acheté une paire de chaussures chez Zara à 35 €, elle a tenu 3 mois. Donc c'est du plastique, hein, c'est des baskets en plastique, euh, pour la poubelle, avec tous les impacts écologiques que ça implique. Le fast déco de type Ikea, à bannir évidemment. Des meubles de mauvaise qualité que l'on remplace très fréquemment, à bannir. Les activités de réparation et de réutilisation d'objets doivent être favorisées au détriment du neuf. Le neuf doit coûter plus cher que les objets réparés ou réutilisés. Et ça, la fiscalité peut jouer là-dessus. Il faut favoriser les Fab Labs, leboncoin.fr qui vend des objets de seconde main, les Repair Café où on peut, entre voisins, apprendre à réparer ces objets dégradés. Favoriser le service partagé, le covoiturage, le Vélib à Paris, le Vilo à Bruxelles. Ces vélos partagés que l'on peut trouver dans toutes les grandes villes européennes et enfin, du monde entier en réalité. Voilà, en fait, j'ai énoncé là des stratégies de découplage pour essayer de découpler le PIB de la dégradation des écosystèmes. Faire un découplage, faire en sorte que si on veut de la croissance, on peut questionner la croissance du PIB, mais enfin, si on la veut, alors autant faire en sorte qu'elle arrête de détériorer l'écosystème et qu'on puisse découpler l'un de l'autre. Il y a 3 grandes familles, 3 grandes stratégies. Euh, Augmenter l'intensité d'utilisation des produits, donc c'est le covoiturage, partager sa voiture avec d'autres. Il y a des applis maintenant, des applications en ligne qui permettent, lorsque vous allez au travail, vous stationnez votre voiture, puis n'importe qui dans les parages peut venir délocker votre voiture et la mettre en route. Et puis, il vous la rapporte quand vous en avez besoin. Ça ne sert à rien d'acheter une voiture et de l'utiliser une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Autant partager cette voiture. Ça consommera moins de métal et donc moins d'activité minière pour extraire ces métals de la carrosserie de voiture. C'est un exemple, hein. Vous pourrez lire à votre aise cette stratégie 1 d'augmentation d'intensité d'utilisation des produits. 2, réduire la composition matérielle de la production. C'est l'économie de la fonctionnalité. Arrêtez de penser qu'on doit posséder des objets. On peut en avoir l'usage, la fonctionnalité. C'est tout un champ de l'économie, hein, l'économie de la fonctionnalité. Donc l'exemple typique, c'est les photocopieurs. À l'université, on a des énormes photocopieurs. Euh, ils n'appartiennent pas à l'université, ils sont loués à une entreprise. Et cette entreprise s'engage à les réparer et à les maintenir en l'état. S'ils tombent en panne, ils les remplacent gratuitement puisqu'on paye une location mensuelle. Ça veut dire que quand on applique l'économie de la fonctionnalité, on n'a pas intérêt à pratiquer l'obsolescence programmée parce que celui qui nous loue la photocopieuse a intérêt à ce qu'elle marche le plus longtemps possible pour ne pas devoir la réparer, pour réduire ses coûts de production, ses coûts de location. Voilà, l'économie de la fonctionnalité, on peut l'étendre à tout. Le Vélib, le vélo, c'est l'économie de la fonctionnalité. Au lieu d'acheter un vélo, on l'emprunte dans la rue et puis on le remet à la borne quand on a fini. Et 3, réduire la composition matérielle de la consommation, sortir dans les pays riches du surconsumérisme.
Alors, comment sortir du surconsumérisme? Eh bien, appliquer un contrôle strict de la publicité. Ça se fait déjà, hein. Dans la ville de Grenoble a interdit les pubs dans l'espace urbain. À la radio, la télé, interdire les pubs à certains temps d'antenne. C'est déjà fait sur les chaînes publiques. Interdire les pubs pour les enfants. Ils ont un cerveau tellement perméable. Passer de la culture de l'avoir à une culture de l'être. C'est le slogan connu, hein, plus de liens, moins de biens. Alors, en cas de confinement, plus de liens, moins de biens, je crois que ça parle à tout le monde. Solution 6, questionner le dogme de la croissance du PIB. On nous fait croire qu'on doit vivre dans une économie de croissance, que l'économie ne peut pas fonctionner autrement que de la croissance économique. Et donc, ça pousse à une consommation excessive. Comment? Ben, comme les salaires n'augmentent pas suffisamment, on pousse les gens à l'endettement pour qu'ils consomment plus. C'est un moteur de la croissance, hein. Acheter une télé à crédit, avoir des conditions de prêt bancaire trop faciles, qui surendettent des ménages insolvables, et puis après qui les mettent dans la misère. Ça, c'est tout le problème de la crise financière de 2008, hein. La publicité à outrance, qui fait croire aux gens qu'ils ont besoin d'avoir des biens pour être heureux et pour être quelqu'un. La publicité, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est un lavage. On subit tous un lavage de cerveau massif, hein. Et avec ces publicités sur écran qu'on retrouve maintenant dans toutes les gares, c'est du matraquage cérébral permanent. Ça joue sur nos cerveaux. Et ça influe sur notre mode de consommation, et donc sur le mode de production, et donc sur la destruction des écosystèmes. On doit tous se poser la question de comment quitter petit à petit le toujours plus vite. On doit tous prendre conscience que la destruction des habitats naturels porte atteinte à notre sécurité, à notre vie. On doit vraiment se poser la question de la croissance. Pourquoi? De quoi? Comment? Et pour qui? Mathéo, Oui, je suis désolée de t'interrompre, mais tu vas avoir pas mal de questions et il ne reste que 20 minutes. ok, Et il te reste encore pas mal de diapos. c'est vrai. Ouais. Donc, Ben, écoutez, du coup, voilà, je me permets juste de... Voilà. on va s'arrêter là alors. Dans les diapos suivantes, j'enfonçais les clous en montrant des régressions statistiques qui montrent que tout ce que je viens de vous raconter peut démontrer avec des indicateurs tels que l'empreinte écologique. Je vais les passer. Ce graphique montre que la croissance du PIB mondial, ben, elle chute, hein. Donc, courir après la croissance, c'est une chimère. On n'y arrive plus, en fait. Euh, L'endettement des ménages, hein, les pays du monde entier surendettent leurs ménages pour nourrir cette croissance, cette consommation. La croissance ne mène pas au bonheur. En tout cas, passer à un certain seuil, ça ne mène pas au bonheur. Quand on est pauvre, évidemment, avoir un revenu qui augmente, ça crée le bonheur. Puis passer à un certain seuil, ce bonheur stagne. Euh, voilà, je vais m'arrêter là et on peut aller à la conclusion. Ben, l'idée, évidemment, de cette conférence, c'est préparer la résilience de la société de demain. Alors aujourd'hui, on confine, on masque, on vaccine. C'est une solution de court terme qu'il faut prendre aujourd'hui dans l'urgence. Mais pour les années à venir, il serait quand même bon de trouver d'autres solutions et donc construire cette résilience pour préserver notre santé, préserver la biosphère, en améliorant la démocratie, plutôt qu'en envisageant des restrictions comme le confinement, le pistage par smartphone, les QR codes, hein, comme vous le voyez ici, et les drones. Et ça rappelle quand même assez étrangement le contrôle de la population par télécran dans 1984 de George Orwell. Et il n'y a aucune fatalité qui nous condamne à détruire l'écosystème. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Mathéo. Je suis désolée de t'avoir fait accélérer parce que c'est vraiment passionnant tout ce que tu nous racontes. Mais je pense que ça peut être intéressant de consacrer le quart d'heure, 20 minutes là qui nous reste à ce que des gens... Alors, j'ai une question là sur le chat. Je vois que Yurgo se lève la main aussi. On a une question de Corinne qui nous dit on pourrait parler de la Suède, pays très social, très imposé et qui pourtant doit faire face à une forte mortalité malgré tout. Oui, alors c'est quand même difficile pour moi de parler spécifiquement du cas de la Suède, euh, parce que ça dépasse mon champ de compétences. Euh, il y a combien de morts en Suède? Est-ce que Corinne pourrait nous le dire? Non, je ne sais pas vraiment, mais je sais qu'ils ont une politique de santé qui est très, très bien organisée. Les médecins sont plutôt assimilés à des fonctionnaires. L'accès aux soins est très, très facilité.
Et au niveau impôts, je sais qu'ils sont fortement imposés. Et paradoxalement, ils payent très cher le prix du Covid, quoi. Alors après, la Suède, je travaille avec des collègues suédois qui me parlent de leur réalité. Ils ont été assez... ils ont pris très peu de mesures. En fait, mes collègues suédois étaient assez inquiets parce qu'il n'y avait pas de confinement alors que nous étions confinés et ils se demandaient où ça allait aller. Voilà, c'est l'information que je peux donner en tout cas. D'accord, merci. Yorgos? Oui, je peux éventuellement prendre la parole. Je suis un peu triste d'une certaine manière parce que on a cette capacité à rester aux symptômes sans jamais nous poser la question des causes. Et venant du monde de la santé, je suis particulièrement attaché au fait de ne pas se déclencher toute une série de propositions que j'approuve, mais qui sont de la superficialité. Je suis désolé, Mathéo, de te parler comme ça. C'est des constats superficiels tant que l'on n'atteint pas la roche-mère, la cause. On ne peut pas soigner la fièvre sans connaître la cause de la pathologie. Et tu as tourné autour du pot, et puis je pense que par la facilité que nous avons de nous intéresser à ce que nous avons sous les yeux et de négliger tous les enseignements du passé, on arrive à produire un discours qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Je vais essayer de m'expliquer parce que ce n'est pas tout de mettre des grandes phrases programmatiques. La question des barrières d'espèces, etc., nécessite de mieux connaître l'équilibre du vivant. Mais je ne vais pas me lancer ici dans des considérations trop abstraites. En t'écoutant parler, je me suis posé la question si effectivement la notion d'écosystème que tu utilisais régulièrement pour parler de différentes échelles faisait véritablement sens. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Et en t'écoutant parler de la biodiversité, alors là, je vais complètement déconnecté parce qu'on a cette capacité à identifier la biodiversité au comptage des espèces et de ne pas comprendre que la biodiversité est un potentiel, c'est une capacité de répondre aux conditions sans cesse changeantes du milieu de vie, de la biosphère. La Terre nous confronte constamment à des circonstances changeantes. Et une des solutions de résilience à ces circonstances changeantes, c'est la production d'une diversité d'espèces. Et donc, la biodiversité reflète, en quelque sorte, la santé des écosystèmes. Et donc, de comprendre qu'est-ce qui fait santé des écosystèmes en se dégageant de l'utilité humaine, c'est déjà une tâche extraordinairement importante. Mais ce qui m'a particulièrement marqué et ce que j'ai observé dans les discours de beaucoup de gens qui cherchent à s'affronter au problème, et vraiment là, je dois te féliciter parce que tu as fait un effort de t'affronter à cette difficulté en dehors de ton champ de compétences. Donc, je ne te critique pas fondamentalement, mais simplement regarde ce qui s'est produit. Tu as utilisé une phrase sur deux dans le registre moral. Et pourtant, tu refuses, je dirais, de l'adopter parce que, effectivement, la science s'est construite depuis le XVIIe siècle en refus de toute considération éthique. En quelque sorte, elle nous a donné un potentiel technoscientifique de modification de nos milieux de vie absolument exceptionnel, sans développer l'éthique de l'utilisation de cette puissance. Et donc aujourd'hui, effectivement, on cherche avec la science qui s'est construite en parallèle à la réflexion éthique à trouver des solutions rationnelles. Et le problème, c'est que non, on ne peut pas définir le bien rationnellement. Et ça, c'est la philosophie depuis 2500 ans. Et donc encore aujourd'hui, ceci conduit à quoi?
ceci conduit à des politiques qui sont des gestionnaires. Et donc, tu ne peux pas demander aux politiques de prendre des décisions puisque eux gèrent les affaires courantes. Et gèrent les affaires courantes avec des finalités qui ne sont pas questionnées. La finalité de la production des richesses, de l'exploitation des ressources. Et donc, à partir du moment où effectivement on se dit c'est seuls les chiffres qui vont effectivement guider notre avenir, alors que toi, tu l'as dit, il faut s'auto-limiter. Quand je parle d'une éthique, c'est de dire oui, j'ai le pouvoir de manger ce que je veux et j'ai le pouvoir d'utiliser la terre comme si c'était un support inerte. C'est ce que fait l'agriculture industrielle. Donc, mais non, la terre est vivante et on ne peut pas l'utiliser comme un substrat artificiel augmenté par notre science. Et donc, la crise actuelle est une crise éthique. Elle n'est pas une crise de connaissance. Et donc, je te prierai de faire attention à la chose suivante. Tu peux amener toutes les corrélations du monde. Les corrélations, ce n'est pas des causalités. Les corrélations, c'est des corrélations. Et donc, en fait, tu restes dans le système actuel, tu n'imagines pas un système complètement différent. Et le seul système complètement différent aujourd'hui que nous avons sous les yeux, mais qui évidemment nous dérange, parce que ça mène à des remarques de type Macron, l'écologie ou les Amish. Hein, les demandes écologiques, c'est le retour à l'âge de pierre et des Amish, mais c'est le seul, comment dirais-je, système humain, culture humaine qui nous donne une idée de comment dans la nature on peut ne pas être destructeur, c'est les peuples autochtones. Alors évidemment, retourner aux conditions de vie des peuples autochtones, pour nous, ça nous semble complètement infaisable. Mais ce n'est pas avec les solutions que nous imaginons aujourd'hui que l'avenir sera formé. Et si tu lis Jared Diamond sur les effondrements des civilisations, lui, il dit que toutes les civilisations qui se sont effondrées avaient toutes les connaissances, tous les avertissements avaient été donnés pour éviter leur effondrement. Et pourtant, ils se sont effondrés. C'est-à-dire que les gens ont suivi, enfin les sociétés ont suivi une certaine trajectoire. Donc, j'insiste, la crise aujourd'hui, elle est éthique. Et ce n'est pas aux sachants, aux scientifiques, de chercher à imposer leurs solutions éthiques au monde. Je prendrai un seul exemple. Tu m'as dit que tu as banni l'huile de palme, enfin, ou que tu essayes de bannir l'huile de palme. Le véganisme est un exemple de comportement éthique qui n'est pas utilitaire. Et donc, le problème, c'est effectivement pourquoi on s'est laissé embarquer dans cette anthropologie absolument absurde de l'économie et de l'homo economicus, qui n'a aucune validation empirique, aucune. Et donc, tu vois que finalement, c'est le discours de la domination de la nature qui a été accepté au XVIIe siècle comme progrès, qui nous a amenés aujourd'hui, parce que la domination de la nature ne s'est pas accompagnée d'un effort de domination de nos pulsions, je pourrais dire. C'est en cela que je parle encore une fois d'un débat éthique. J'arrête, j'étais déjà beaucoup trop long. Mais merci Orgos, en tout cas, très intéressant. On pourra continuer la discussion entre nous de vive voix Avec et de plaisir. visu. On a une question de Thomas Foujol qui te dit « Que pensez-vous de la TTF, la taxe sur les transactions financières ?» Évidemment, beaucoup de bien. Ça me paraît quand même essentiel. On entend parler, enfin, en tout cas, moi, j'en entends parler depuis peut-être 2005. Regardez comment ça nous oblige à rester dans le cadre de la finance telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Après, bon, il y a quand même un petit biais. J'ai fait cette transaction dans le cadre de l'économie. Donc, forcément, je suis totalement incompétent pour parler d'éthique. Ce n'est pas mon domaine. C'est pas pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais tu es humain, Mathéo. Oui, mais c'est vrai que je suis assez mal à l'aise de parler d'éthique dans le sens où ce n'est pas le domaine de savoir que j'ai développé. Donc, je n'ai pas les concepts. Ce n'est pas un savoir, l'éthique. C'est justement ça que j'essaye de te dire. Ce n'est pas un savoir. Les gens qui deviennent véganes, ce n'est pas par savoir. Oui, c'est par choix de ne pas nuire aux animaux. Oui, mais... Donc, voilà, c'est tout.
disons que je ne suis pas là dans le cadre d'un… Comment dire? Je ne sais pas comment m'exprimer. J'essaie de te libérer, Oui, mais Matteo. en fait, je suis pleinement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. C'est juste que c'est vrai que je suis dans le cadre d'une conférence scientifique et donc j'essaie de rester dans ce Ah ben, c'est cadre-là, tout le problème. hein, Voilà c'est et de ne pas exactement dire aux ce que gens je ce qu'ils t'ai doivent dit. faire. J'essaie de C'est ce que me je t'ai dit. On nous a contenir. donné le complexe de nous dire non, vous n'êtes pas compétent. Et on a séparé la philosophie, de la science, alors que c'est le même mode de raisonnement et que ça a les origines communes. Et donc, à chaque fois qu'on veut amener quelque chose sur la justice et la liberté, c'est forcément de la métaphysique. Et donc, ce Oui, n'est pas un domaine pour la science. Mais le scientifique, il est humain. Et donc, tu peux déclarer tes valeurs et tu l'as fait du oui, début à la fin. j'ai C'est ce essayé, que hein. j'essaye de te dire. Et donc, assume tes valeurs, et puis provoquons le débat sociétal. Oui. Ce n'est pas aux scientifiques d'imposer les valeurs à la société. C'est ça, et aussi C'est un l'idée débat que sociétal. il y a aussi l'idée que je veux surtout éviter, et parfois je tombe dedans, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire parce que c'est très horripilant et ça va être contre-productif. Non, mais je le sais et je te le dis, il faut se libérer. Avec nos étudiants, on essaye de leur donner cet espace de liberté pour qu'ils imaginent un monde différent et pas être au service du monde actuel. Mais c'est très difficile parce qu'il faut aussi qu'ils trouvent du travail après. Oui. Mais c'est ce que je te dis, ça touche notre quotidien de manière extrêmement profonde parce que c'est le débat sur les valeurs qui nous manque. Et ce Mmh. n'est pas un débat scientifique. Mais l'université est aussi un débat pour changer un lieu pour changer le monde, pour Mmh. discuter comment changer le monde. Et donc, forcément, les valeurs sont en question. Mmh. Et il faut renvoyer aux politiques le fait qu'eux nous demandent de nous donner les solutions, alors qu'eux ont refusé, c'est propre au programme du néolibéralisme, hein, ça se voit depuis Walter Lippmann et le gouvernement des experts. Donc, on a évacué les valeurs et aujourd'hui, on se trouve les pieds dans la merde. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que finalement les valeurs, j'ai quand même relativement, enfin, un tout petit peu abordé avec le McDo au musée du Louvre et le Starbucks sur la grande place Exactement, de Bruxelles. exactement, mais Quand évidemment. quand les gouvernements ou les autorités municipales ou de la ville joignent la culture à la malbouffe, je pense que c'est un signe. Alors il y a peut-être, c'est évidemment pas conscient de leur part, mais ça traduit quand même en filigrane leur inconscient les valeurs qu'ils portent. Sauf que c'est pire que ce que tu dis, parce que tu trouveras une densité de McDo infiniment plus élevée en Seine-Saint-Denis. Oui, Et ce qui montre aussi pourquoi la Seine-Saint-Denis est un endroit où il y a une espérance de vie diminuée et où la mortalité du Covid a été très, très élevée. oui, Donc, il y a aussi l'inégalité dans les sociétés qui est profondément choquante. oui, tout à fait. Elle est choquante, elle n'est pas rationnellement, je dirais, je ne sais pas comment la critiquer, mais elle est choquante, elle heurte mes valeurs. Que la mortalité soit 40% plus élevée en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, tu as, alors que ça se jouxte, ça se touche. Et pour te donner une mesure, tu as donné les lits moyens en France. Il y a 7 lits pour 100 000 habitants à Paris, il n'y en a que 2 en Seine-Saint-Denis. C'est le minimum absolu sur la France métropolitaine. Oui, c'est terrible, les inégalités environnementales, bah, tu es mieux placé que moi pour le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement Environnemental choquant. et social Oui, combinés. oui. Ah, ben j'arrête parce que je ne veux pas monopoliser la parole. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Bertrand qui a écrit bonjour. Alors, peut-être, c'est pour moi, c'est comment peut-on avoir l'enregistrement? Je réponds rapidement. Sur le site de l'OVSQ, dans la rubrique des vendredis de l'OVSQ, toutes les conférences qui ont eu lieu en Zoom sont accessibles, mais pas. Là, on a une journée porte ouverte de l'université la semaine prochaine qui ne peut pas se dérouler en présentiel et qui sera donc en visio. Donc, le vidéaste là, de l'UVSQ ne peut pas du tout nous les fournir. Donc, j'ai beaucoup de demandes. Il va falloir attendre une bonne dizaine de jours et il y aura toutes les conférences qui ont lieu en Zoom sur le site de l'OVSQ. Voilà, il faut juste attendre, je pense, une grosse semaine. Voilà. J'ai pas d'autres questions dans la conversation commune. Est-ce que quelqu'un peut-être veut prendre la parole directement?
Je vois pas non plus de petites mains. Sinon, je finis les diapos que je n'ai pas pu finir. Ouais. Tu as 4 minutes, c'est possible. Non, mais c'est mieux s'il y a des questions. Allons-y sur les questions. Bah écoute, là, il n'y a pas de questions supplémentaires. Je ne vois pas, ni de gens qui lèvent la main. Alors, pour en revenir à ce que Yorgos Rembikos disait sur le véganisme, donc il y a le véganisme, où il y a le végétarisme, il y a aussi le flexitarisme. Non, mais c'est des exemples. Oui, oui, mais c'est un très bon exemple, je trouve, Voilà. parce que ça paraît essentiel. Mangeons moins de viande. Alors, si on n'est pas capable d'être végétarien parce qu'on aime la viande, soyons moins flexitariens. La viande une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou si possible une fois par mois. C'est important, parce que et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris lors du premier confinement en mars 2020. 70% des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage ou à des cultures destinées à nourrir les animaux d'élevage. Il faut savoir quand on mange de la viande, on la nourrit avec une plante qui a été cultivée. Il y a un processus de transformation, il y a beaucoup de pertes. Il vaut mieux manger directement la plante que manger l'animal qui a mangé la plante. En termes énergétiques, caloriques, protéiniques, c'est beaucoup plus efficace. Si je puis me permettre, Mathéo, il faut toujours trouver l'ouverture qui a constitué un appel d'air. On peut essayer de comprendre pourquoi les humains ont construit des villes. Il n'y a pas de rationalité là-dessus particulièrement, c'est juste regarder l'histoire, comment il s'est déployé, pourquoi ils ont construit des villes et ils ne sont pas restés dans des petits lotissements. On ne peut pas savoir exactement, je dirais, ce qui les a conduits. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où les villes ont existé, elles ont été le centre d'attraction de la population. Et donc, le phénomène de l'exode rural, je dirais qu'on décrit aujourd'hui, il a existé, y compris dans l'Antiquité. Sauf que les villes ont été le déclencheur du début des épidémies à cause de la promiscuité. Et s'il y a eu ces épidémies, c'est parce que les humains avaient décidé de domestiquer les animaux, qui a été la première source, la domestication il y a 7-8 000 ans, la première source de passage des virus, de changement, enfin de saut vers l'homme. Et donc, mais là encore, tant que c'était des petites communautés, c'était moins problématique que quand, effectivement, on a construit des villes. Et on voit aujourd'hui, moi je suis sidéré d'entendre dire qu'on va subir l'urbanisation, la concentration urbaine de la planète, parce que cette concentration urbaine de la planète se fait notamment sur des mégalopoles dans les pays du Sud qui sont complètement pathologiques. Ce n'est pas de la ville, ce n'est pas de l'urbain. C'est une croissance totalement pathologique de la périphérie sous la forme informelle, d'agrégation informelle des populations autour de centres urbains, qui se retrouvent piégées dans des conditions inimaginables. Il faut voir ce que c'est que ces mégalopoles, je ne sais pas, Manille, Mexico, Lagos, pour prendre des exemples, là où on a 10 millions d'habitants. Los Et donc, Angeles. hein? Los Oui, Angeles. oui, bien sûr, Los Angeles, évidemment. Mais à Los Angeles, on comprend très vite que ce n'est pas une ville. C'est un agrégat de maisons tout autour, avec un centre-ville très lâche, très peu, comment dirais-je, cohérent. Et le Grand Paris, Yorgos, le Grand Paris. Ben, le Grand Paris, tu sais, quand je faisais partie de ceux qui ont combattu la notion de Grand Paris, je ne peux pas te dire tout ce que j'ai pu entendre comme critique, parce que j'étais contre le Grand Paris. La métropolisation aujourd'hui, le fait, la réforme régionale et la métropolisation de la France est encore une fois dans le sens du cancer du territoire. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut questionner. Et heureusement que le Covid est venu questionner le mode de vie urbain. Mais ça se fera de manière complètement chaotique si on n'essaye pas de réfléchir ensemble à comment on habite la Terre demain. Et donc, les modèles urbains, les utopies du XXe siècle ont produit des tas de choses qui étaient inattendues, mais le résultat, je dirais, au bout d'un siècle et quelques, il est catastrophique.
La baisse du système hospitalier français, tu n'allais pas suffisamment loin parce que c'était à la fin des années 80. Si tu avais pris avant, tu aurais vu que d'un seul coup, l'inflexion se produit à partir de la tarification à l'acte. Mais la Moi, donnée j'ai n'existe vécu pas. J'ai parce pas que vu j'étais hospitalier à l'époque et donc Oui. on l'a vu arriver, la tarification à l'acte et la mort de l'hôpital public. À quelle année? Plus ou moins. C'était la fin des années 80, je ne pourrais pas te dire. Alors pour la France, j'ai pas pu remonter assez loin parce que l'OCDE ne donnait pas les données et je les ai pas. Non, mais je ne sais, je ne dis pas que c'est exprès ou que Oui, bien sûr. l'OCDE, s'il ne donne pas les données, c'est que les données ne sont pas compilées de manière à pouvoir tracer une courbe qui fait sens. Mais on l'a vu à cette époque-là, on l'a vécu. Je travaillais à l'Institut Curie et donc ça nous est tombé dessus avec toutes les prévisions de ce que ça allait induire, la marchandisation de l'hôpital public. Et donc, il y a des aspects culturels qui portent encore une fois sur le système de valeurs, des aspects symboliques qu'on ne parcourt pas aujourd'hui. Quand on diminue la distance entre le producteur et le consommateur, ça met le producteur face aux exigences du consommateur. Aujourd'hui, nous avons en France un absolu paradoxe. Il y a une grande demande pour le bio et il y a une impossibilité à cause de l'obstination de la FNSEA, parce qu'ils détiennent tous les leviers, pour un exploitant de se convertir en bio. C'est un parcours du combattant inimaginable. Et ça se fait avec la complicité de politiques, avec un ministre donc de l'agriculture comme celui que l'on a aujourd'hui, qui comprend rien à rien. On ne pourra jamais espérer un meilleur avenir. On a un ministre de l'économie bené, mais bené de chez bené, qui croit au ruissellement, encore une fois aujourd'hui. Et quelle a été la dernière décision? Il a augmenté la tolérance sur l'endettement des ménages. C'est une Mais catastrophe. je veux dire, avec tout ce que l'on a connu et la crise de 2008, il a réaugmenté de 33 à 35% l'endettement pour obtenir un crédit et augmenter la durée des prêts. Et donc, je te dis, je ne comprends pas comment on ne réagit pas plus. Moi, je voudrais réhabiliter le goudron et les plumes, hein, les mettre sur la place publique pour qu'on leur crache dessus. Parce que c'est insupportable. Décision après décision, je pourrais parler des retraites par points, etc., pour voir comment le néolibéralisme est en train de saper tout ce qui est société et tout ce qui est collectif. Mais par design, vraiment, avec acharnement. Et donc, tous les repères collectifs, tout ce qui nous permet de juger de la justice sociale, sont en train d'être démolis au profit d'indicateurs individuels, de performance individuelle. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est, je dirais, une idéologie qui s'est instaurée dans le XXe siècle et qui a détruit toute notion de politique, toute notion de collectif, donc de social, et qui atteint aujourd'hui l'université parce que nous avons une pression, en tant qu'enseignants, de conforter la possibilité pour que nos étudiants aient un métier. Donc, on cherche à nous mettre le plus possible au service d'un système à la ramasse, au bout du rouleau, et justement, on essaye de résister en donnant ces espaces de liberté, en permettant à nos étudiants de rêver un peu et pas juste d'être des machines de calcul rationnel. Et donc, ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'en tant qu'acteurs de l'éducation, nous avons une responsabilité majeure. Merci Yorgos, mais là on a déjà dépassé de 5 minutes. Je suis désolé, ma passion m'a dépassé. Mathéo, il n'y a pas de questions supplémentaires là sur la conversation. Du coup, je pense que voilà, on pourrait rester encore des heures, mais il va falloir s'arrêter. Très bien.
Ben, j'enverrai le PDF. Le PDF sera disponible sur le site de l'OVSQ également. Oui, oui, je Donc, mets la conférence, je mets la vidéo et je mets aussi le PDF, ouais, tout à fait. Le PDF, ça, je peux le faire dès lundi, Mathéo. Oui, je vais te renvoyer une dernière version qui sera actualisée. Super, d'accord, c'est la vidéo qui sera un petit peu plus longue à arriver. En tout cas, merci beaucoup pour la semaine dernière et pour cette semaine. C'était vraiment très, très intéressant. Quand tu veux, tu refais une conférence. La prochaine conférence des vendredis de l'OVSQ, de tête, je crois, il n'y en a pas en février parce que c'est les vacances, mais je crois que c'est le 12 mars. Cela dit, c'est une conférence qui doit absolument être en présentiel dans l'amphithéâtre parce qu'elle est liée à une exposition. Donc, je vous tiendrai au courant, mais il se peut évidemment qu'on soit obligé de la décaler au printemps. Voilà, donc merci beaucoup Mathéo. Merci Annabelle. À tout le monde pour Merci. Merci à tout le monde. Ouais. Passez un bon week-end. Au revoir à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.